notre invité politique ce matin, c'est Bruno Retailleau. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains ici au Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour Julien. Bonjour Yann, bonjour monsieur. Bonjour Julien Lécuyer. Bruno Retailleau, on va évidemment parler des législatives, mais d'abord un mot sur une actualité qui est malheureusement une actualité de la campagne, mais qui est aussi une actualité du Sénat, puisque le Sénat a remis son rapport hier sur la lutte contre l'antisémitisme. 11 préconisations pour lutter contre l'explosion de ce phénomène, avec des mots forts, un antisémitisme d'atmosphère, une ostracisation des étudiants juifs. Les sénateurs vont proposer une loi à l'automne. Que doit contenir cette loi pour vous ? Elle doit être très très ferme, parce que vous venez de recevoir d'ailleurs l'un des deux rapporteurs, Bernard Fialaire, qui a fait ce travail avec mon ami Pierre-Antoine Lévy. C'est un excellent travail. Et moi j'ai été stupéfait, je fais partie de la commission des affaires culturelles et j'ai assisté à quelques auditions. J'ai assisté notamment à une audition où on a reçu les représentants de l'université française, qui sont dans le déni, ou en tout cas dans le pas de vaguisme. J'ai même entendu une explication qui voulait dire, grosso modo, il y a une culture juvénile, comme si l'antisémitisme pouvait ressortir d'une culture du jeunisme. Donc moi je pense que, pour reprendre les termes du rapport, il y a une sous-estimation des faits. Il y a effectivement un antisémitisme d'atmosphère qui connaît une bouffée, une explosion, notamment depuis le 7 octobre. Cet antisémitisme-là, jadis en France, dans notre histoire, il a été porté par l'extrême droite. Désormais, il est porté par l'extrême gauche. Très clairement, il faut le dire. Qui est très implanté dans l'université française. Et il y a, là encore, c'est une menace différente, mais voisine de l'antisémitisme. Il y a, dans certaines de nos universités, une forme d'idéologisation du savoir. Le savoir, c'est le savoir. Le savoir et l'idéologie, on l'a vu dans l'histoire avec Lysenko en Russie, etc., en URSS, ça fait mauvais ménage. Le militantisme appliqué au savoir, c'est terrible, c'est une dégradation intellectuelle, alors que nous devons conserver ce qui fait la République française, notamment dans sa dimension d'universalisme. Qu'est-ce que vous prenez à ce titre-là ? Est-ce que la loi doit permettre une remise en ordre de l'université ? Je pense deux choses. Je pense qu'il faut être intraitable, et que certains présidents d'université hésitent entre les sanctions disciplinaires et les sanctions judiciaires. Il faut les deux. La sanction disciplinaire à l'intérieur de l'université, suivie, accompagnée de la sanction judiciaire, qui est toujours beaucoup plus longue, puisque la justice, forcément, avec la procédure contradictoire, doit être, comment dirais-je, à la fois mesurée, mais elle est plus lente. Très bien. Ensuite, il ne faut pas confondre une chose. Moi, je vois que beaucoup de présidents d'université se réfugie derrière un principe qui est un principe auquel nous tenons tous d'ailleurs, d'autonomie des universités. Mais l'autonomie des universités, qui doit être protecteur pour l'université, pour les savoirs, pour le débat, pour l'esprit critique, ça n'est pas une extraterritorialité juridique ou judiciaire. Vous voyez, l'université, elle est dans la République. Et la nation française assigne à son université un certain nombre de missions. Et je pense là encore qu'il y a une faiblesse du ministère de l'Enseignement supérieur, et quand on voit les chiffres, 300% de plus des atteintes, notamment antisémites, depuis le premier trimestre, au premier trimestre de cette année, il faut réagir, c'est ce que propose le rapport. Donc comment ? Donc plus de contrôle ? Oui, mais beaucoup plus de fermeté encore. En France, moi je suis pour voter un texte, mais très franchement, l'arsenal, on l'a. Utilisons-le. C'est un problème de courage, pas de vaguisme. Le pas de vaguisme, c'est pas bon, il faut du courage et être, encore une fois, inflexible devant tous les actes d'antisémitisme à l'université. C'est totalement contraire, justement, à notre tradition républicaine et universitaire. Julien, on parle des législatives, on commence par les programmes ? Oui, il y a un petit événement dimanche, les élections législatives, ça ne vous aura pas échappé. On a beaucoup de mal à trouver trace de votre programme par rapport aux autres blocs. Je vais donc vous poser la question très clairement. Pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous proposez concrètement du côté des Républicains ? On a très clairement une vision, parce qu'aujourd'hui, la France est au bord du gouffre. La France est au bord du gouffre, on a 3 000 milliards de dettes, et ces 3 000 milliards de dettes appauvrissent les Français. De deux façons, vous savez qu'en 2027, il faut la totalité pour payer les intérêts de notre dette, ce sera la totalité de l'impôt sur le revenu. Et en 2 ans, 1 million de Français ont été smicardisés. Nous ne croyons pas
voyez, nous ne croyons pas aux chèques. Les chèques en bois de l'État qui sont financés par de la dette et donc sur les générations futures. Ce que nous proposons, c'est qu'on retrouve une croissance notamment par le travail. Ce que nous proposons, par exemple, c'est de défiscaliser les heures supplémentaires, c'est de racheter, donner la possibilité aux entreprises de racheter les RTT. C'est, par exemple... Ça, c'est de la dépense supplémentaire, ça. Défiscalisation, non, parce que c'est payé par l'État. Oui, mais c'est des heures supplémentaires. Donc, si vous ne faites pas d'heures supplémentaires, de toute façon, l'État ne touche rien. Ça encourage le travail. Ça encourage le travail. Et le problème français, pourquoi les Français, en 20 ans, il y a 20 ans, un Allemand, un Français, même niveau de vie. 20 ans plus tard, la différence, 5 000 €. Pourquoi ? Parce que nous, on a les 35 heures, pas les Allemands. Eh bien, ce que nous disons aux Français, c'est un langage de vérité, en disant on va se retrousser les manches. Pour mieux vivre, il faut mettre dans la machine économique française plus de travail. Il nous manque, en France, par an, 3 semaines de travail par rapport à la moyenne. Revenir sur les 35 heures ? Ça veut dire permettre... Regardez, les 35 heures, ça a profité à des cadres supérieurs, et ceux qui avaient les plus petits revenus se sont appauvris. C'est la smicardisation de la société française. Nous, ce qu'on propose, c'est que le travailler plus puisse donner un salaire plus important. Travailler plus pour gagner plus ? Pour gagner plus, exactement. On n'a pas l'impression d'avoir utilisé déjà cette formule il y a quelque temps ? Mais parce que c'est la seule formule gagnante. Je ne vois pas pourquoi cette formule, on ne l'utiliserait pas quand c'est la réalité. Les Français travaillent moins, les bonimenteurs de la retraite à 60 ans et aujourd'hui de la retraite à 62 ans, vous croyez que les retraités toucheront le même niveau de retraite, auront le même pouvoir d'achat, puisque vous me parlez du pouvoir d'achat? Non. Moi, j'ai voté sur les factures. Il faut aller plus loin, juste pardon, je suppose que vous parlez de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut une nouvelle réforme de retraite? Est-ce qu'il faut redécaler à nouveau l'âge de départ pour vous? En tout cas, la question se posera dans quelques années. Au fur et à mesure qu'on gagne un certain nombre d'âges, d'années, d'espérance de vie, quand le système de répartition... dit qu'il faut une nouvelle réforme des retraites. Attendez, la réforme des retraites, elle doit s'appliquer dans sa plénitude en 2030. On est en 2024, c'est bien cela. Bon. Donc, en 2030. Simplement, j'avais, moi, à l'époque, protesté sur un certain nombre de carrières longues pour dire que ça nous amènerait un certain nombre de trous dans la raquette avec une réforme qui serait moins efficace sur le plan budgétaire. Mais là, travailler plus pour gagner plus, si on ne réforme pas les retraites, c'est l'appauvrissement de tous les retraités en France. Or, on a un point positif en France. Pour les plus de 65 ans, on a 2,5 fois moins de pauvres de plus de 65 ans que dans la moyenne des pays développés. Parce qu'on a ce régime par répartition. Mais le régime par répartition, il nous impose aussi d'ajuster le travail par rapport justement à la retraite. Et quand je dis que c'est que par le travail qu'on peut y arriver, mais ça c'est la vie personnelle. On sait bien que dans nos vies personnelles, si on ne se retrousse pas les manches, on n'arrive à rien dans la vie. Mais du coup, les économies, vous les trouvez où? Parce que devant les patrons, vous avez parlé de 100 milliards. Alors, j'ai détaillé. Je pense, moi, que pour le pouvoir d'achat, il faut prendre les Français pour des adultes. Il faut arrêter de les leurrer. Parce que quand je vois le Rassemblement national, et notamment son programme économique, je ne parle même pas de la gauche, de l'extrême gauche, et du nouveau Front populaire. Parce que alors là, c'est la gabegie, et ce sera la ruine de la France. Mais regardez, le Rassemblement national, son programme économique, c'est quoi? C'est dépenser plus. On commence par baisser la TVA. Ils n'y arriveront même pas parce que ça dépend de l'Europe. Donc, fausse promesse, dépenser toujours plus et travailler toujours moins, puisqu'ils veulent s'opposer à la réforme des retraites. Mais ça sera la ruine, l'appauvrissement des Français. Je vous ai cité la smicardisation. Quand même, en 2 ans, 1 million de Français rejoints par la smicardisation. Vous vous rendez compte? Vous travaillez. Et au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, vous êtes rejoints parce que vous avez un tout petit salaire. Vous êtes rejoints par le SMIC. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a voulu exonérer de charges des salaires proches du SMIC. Et aujourd'hui, pour payer un peu mieux, quand un patron veut donner 100 € d'augmentation, vous savez combien ça lui coûte? Ça lui coûte 483 € supplémentaires. Donc, ils ont du mal à le faire. Donc, nous, on veut, plus de croissance par le travail, moins d'impôts, moins de charges. 2, les économies. Les économies sur l'État, il y a 1200 agences, c'est plus de 60 milliards. On peut faire quelques pourcentages d'économies. De ces machins, de ces bidules qui prospèrent, qui sont contrôlés par personne. Les 35 heures, pourquoi est-ce qu'il y a, dans la fonction publique, tout le monde n'est pas en 35 heures, pourquoi il y a une différence de 80 heures travaillées par an entre le public et le privé? On propose des mesures d'équité. Et le modèle social, il y a de la fraude bien sûr, il y a beaucoup de gaspillage. On veut la gratuité.
Vous savez, la gratuité, où ça conduit? Ça conduit à la pénurie de médicaments. Ça conduit, il y a quelques semaines, à ne plus avoir de ventoline dans les pharmacies. Et les asthmatiques savent très bien de quoi je parle aujourd'hui. Donc on est en train de nous appauvrir. Sur les économies, excusez-moi, monsieur Retailleau, mais le Rassemblement national dit qu'il y a un éléphant au milieu de la pièce, c'est le coût de l'immigration. Et donc, il compte faire des économies sur cette gestion-là. Est-ce que vous le rejoignez dans cet effort? Ah non, mais nous avons proposé dans le texte immigration un certain nombre de mesures qui permettaient de faire des économies. Là, certains disent « Oh, l'immigration, ça coûte quelques milliards », d'autres disent « ça coûte 50 ou 60 milliards ». Nous pensons que ça coûte sans doute entre 5 et 10 milliards. Deux propositions que nous avions faites, le fait de ne toucher des aides contributives, par exemple les allocations familiales, qu'au bout d'un certain temps, quand on arrive sur les territoires français... Non contributifs, vous voulez dire? Non contributifs, pardon, excusez-moi. Première piste. Deuxième piste, l'aide médicale d'État. On est le seul pays d'Europe à avoir cette gratuité. Alors que les Français, eux, doivent payer. Alors qu'on va demander 800 millions d'euros aux Français, par exemple, sur les boîtes de médicaments. Et là, un étranger clandestin qui fraude, qui franchit la frontière de façon frauduleuse, il a un droit à une sécurité sociale. Et encore une fois, on est les seuls en Europe. Donc ça n'est pas normal. Le Rassemblement national... Et on peut faire, je vous le confirme, oui, on peut faire des milliards d'euros d'économie. On ne s'arrête pas là, on a toute une palette, notamment pour revoir notre modèle social. Je vous en parlais tout à l'heure, bien sûr, sur la fraude, sur l'immigration, sur le tout gratuit, etc., qu'on peut facilement réaliser. Et on a fait des propositions. Ouais, le Rassemblement national veut supprimer le droit du sol. Est-ce que c'est un texte que vous pourriez voter? Non, nous, on a... je pense qu'il ne doit pas y avoir d'automaticité, vous voyez. Et ce que nous avons proposé, c'est le retour... des restrictions plus que la suppression. Voilà, c'est le retour au dispositif Pasqua, c'est-à-dire qu'avant l'âge de la majorité, il faut choisir de devenir français. Il faut choisir. On ne doit pas devenir français quand on est de parents étrangers par hasard. La question de Mayotte, la question de la Guyane se posait. J'y suis allé à Mayotte il y a quelques semaines. Et effectivement, dans cette situation géographique-là, avec cette déferlante migratoire qui est en train de submerger complètement Mayotte, on doit pouvoir supprimer le droit du sol. Mais ça passe. Il ne faut pas le généraliser à l'ensemble du territoire. Par une loi constitutionnelle. Et la restriction des postes possibles pour les binationaux, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bêtise. J'ai des sénateurs qui sont binationaux. Amin Malouf, que j'aime beaucoup, il passe ses vacances en Vendée à l'île-Dieu, il est franco-libanais. Donc c'est un signal qui est terrible sur le signal, mais ensuite ça existe. Vous croyez que le patron de la DGSE, c'est un binational? Vous croyez que le patron de la DGSI, c'est un binational? Vous savez très bien que dans la République, sur des postes qui sont extrêmement sensibles, non seulement il y a une question de la binationalité ou de la mononationalité, mais il y a aussi beaucoup d'autres questions. Ils font l'objet d'un criblage, une enquête, y compris familiale, amicale, très très serrée. Voilà. Donc une fois de plus, le Rassemblement national a montré que ça n'était pas sérieux, c'était très amateur. D'ailleurs, ce que j'observe, c'est qu'il y a quelques jours, Marine Le Pen revenait en arrière. Du reste, je suis incapable aujourd'hui, mais vraiment incapable, de vous dire quoi que ce soit sur le projet du Rassemblement national. Chaque jour, il détricote. Chaque jour. En début de semaine, c'était le marché de l'électricité qui voulait sortir de l'Europe. Là, ils reviennent en arrière. Il y a quelques jours, c'était de ne pas imposer notamment un impôt sur le revenu. Les moins de 30 ans, maintenant, ils disent « Ah oui, mais on pourrait mettre un plafond ». On ne s'y retrouve pas, mais eux non plus, je ne sais pas du tout. Monsieur Retailleau, donc, on vous entend sur le désastre à vos yeux que pourrait être une victoire du Rassemblement national. Donc forcément, on se pose la question, un deuxième tour, des duels Rassemblement national, Nouveau Front populaire. Qu'est-ce que vous faites très concrètement? Est-ce que vous faites barrage à l'extrême droite? Est-ce que vous faites barrage au Nouveau Front populaire? Qu'est-ce que vous faites? J'ai un principe. À toutes les élections et à toutes les émissions, avant un premier tour, on me pose toujours cette question. Quand il y a deux tours, évidemment. Bah là, c'est une question dans le débat politique, oui, où chacun se prononce un peu. Colline après colline. Voilà. Si je répondais c'est un peu une manière de ne pas répondre à la question. Oui, absolument. Absolument. Je l'assume. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je répondais à cette question, ça voudrait dire que j'aurais passé par perte et profit tous nos candidats. Or, je pense qu'au second tour, on peut avoir entre 50 et 100 candidats au second tour. Et moi, je me bats pour eux, parce que ce sont des femmes et des hommes qui sont fidèles et qui se battent sur le terrain. Tous les jours, j'en ai. Tous les jours, je les encourage. Ils n'attendent pas de moi que j'acte notre défaite dimanche. Au contraire, on verra la semaine prochaine. J'aurai une réunion de groupe, nous en parlerons mardi. Il y aura une décision de groupe?
On va en parler en tout cas. Il peut y avoir, mais sur ces questions-là, j'ai toujours laissé une très grande liberté. On a différentes sensibilités, c'est parfaitement naturel. Moi, j'ai toujours considéré qu'un groupe, ça n'est pas une caserne, et ces sensibilités peuvent s'exprimer à ce moment-là. Mais on en parle malgré tout entre nous. On va parler de votre parti, justement. Aurélien Pradié a donc annoncé hier qu'il quittait les Républicains avec des mots très durs. LR est mort. Comment avez-vous réagi ? J'ai réagi, je dois l'avoir encore sur le téléphone, sur le tweet qu'Aurélien Pradié a fait le 12 juin, c'était il y a quelques jours. Je vous lis le tweet. C'était le 12 juin, hein, c'était presque hier. Hein. Je ne partirai pas des Républicains, chez les gaullistes, c'est aux traîtres de partir, pas aux résistants. Vous voulez que je vous dise? Il est passé du côté des traîtres. Il est passé du côté des traîtres. Non. Après, il a gardé sa carte républicain, lui-même. Il appelle à voter pour les candidats LR indépendants. Non, mais il ne saurait dire mieux. Voilà. Il est passé du côté des traîtres. C'est donc un déserteur, c'est ça? En plus, il dit, j'ai un micro-parti, c'est le courage. Y a-t-il du courage à quitter le navire en pleine tempête? Au moment justement où ses amis font face à des situations difficiles dans les différentes circonscriptions. Voilà, donc moi j'estime que c'est une clarification. J'ai souvent été, vous le savez, en désaccord avec Aurélien Pradié. Je me souviens sur les retraites. Il avait poussé d'ailleurs à l'époque le gouvernement et notre groupe à l'Assemblée nationale à notamment renforcer tout ce qui concernait les carrières longues, mais au-delà du raisonnable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des étudiants qui rentrent dans des écoles prestigieuses et qui sont rémunérés. Ils sont en carrière longue. C'est pas ça les carrières longues. Bon, carrière longue, c'est quand on est maçon ou travailleur manuel, on commence très très tôt, on est usé, on doit pouvoir partir avant 62 ans. On peut même partir quand on a 16 ans. Au moment où je vous parle, avec la réforme qui va rentrer, qui est déjà rentrée, je veux dire, en application, mais qui aura sa plénitude d'application en 2030, quand vous êtes à 16 ans, vous pouvez partir à 58 ans. Bien sûr, il y a 4 bornes d'âge. Sur le fond, M. Rataillot, la clarification... est-ce qu'il n'a pas raison de dire que LR est morte? Je me souviens qu'on en avait déjà discuté ensemble. Vous-même, vous disiez que la marque LR était morte, qu'il fallait reconstruire depuis les fondations la maison. Vous avez Julien Cuillet, je me souviens très bien. On en avait discuté ensemble lorsque je me présentais pour l'élection à la tête du parti. Il y en avait 3 qui se présentaient. Il y avait votre serviteur, il y avait sur ma droite Éric Ciotti, et sur ma gauche, il y avait Aurélien Pradié. Et j'étais le seul à dire qu'il fallait tout changer du sol au plafond, pas seulement le siège, la marque, le projet, le logiciel, il fallait faire ce travail. Résultat, vous voyez, on était 3. Il n'y en a plus qu'un qui reste. Il n'y en a plus qu'un qui reste. Donc, non, l'espace politique, je vais vous dire, c'est pour ça que j'ai espoir. Sans doute qu'elle est très fragilisée. On verra ce que demain sera fait. Je pense que ça doit nous pousser justement à nous renouveler complètement et à faire une nouvelle proposition. Mais est-ce que c'est quand même un coup dur à 4 jours des législatives, ce départ d'Aurélien Pradié? Non, mais c'est ce que je viens de vous dire. On ne part pas avec un micro-parti qui s'appelle le courage. On ne déserte pas sur un champ de bataille. Ce que je veux vous dire c'est un mauvais signal envoyé à vos électeurs. Attendez, sur la suite, parce que cette question, elle est fondamentale. Y a-t-il un espace politique? La mort ou la vie de LR, en réalité, ou d'un parti politique, c'est qu'est-ce qu'on représente? Bien, le tripartisme, c'est un poison. Bloc central, 2 ailes radicales. Poison pour la démocratie, puisque vous n'avez d'alternance possible qu'une alternance radicale. Très bien. Et c'est pas bon du tout pour la Ve République. Mais regardez bien autour de nous. Nous, on est les seuls à porter une idée très forte. On veut la liberté pour l'économie parce qu'on en a marre des charges, des impôts. On en a marre des normes, comme les maires, comme les agriculteurs, les artisans, etc. On est les seuls à avoir cette vision un peu libérale de l'économie. Mais aussi à être très ferme sur le régalien. On l'a montré ici, sur l'immigration. On l'a montré aussi sur un certain nombre de textes qui concernent la sécurité intérieure. Le Rassemblement national, ils font mine d'être fermes sur le régalien. Mine parce que je me souviens que les élus du Rassemblement national avaient voté contre le texte immigration. Bon, il faut le noter ça quand même. Bon. Donc ils font mine d'être fermes sur le régalien, mais alors ils sont de gauche. C'est un programme économique de gauche, mitterrandien, et ce n'est pas avec un programme économique de gauche qu'on peut redresser la France, qu'on peut donner à la France sa souveraineté. Regardez M. Macron, échec sur l'économie, 3 000 milliards de dettes, on en parlait tout à l'heure, du chômage, double déficit commercial, etc. Et alors, échec total sur l'immigration, sur le régalien. Donc il reste une place pour vous, pour une Donc une on droite, est les seuls. Une droite qu'on appelle classique, mais une droite qui doit se renouveler, qui tient la liberté, qui tient l'autorité, parce que tout se tient. Vous n'aurez jamais la liberté dans le chaos.
Donc, non, mais alors, la liberté, il faut on comprend l'autorité. votre positionnement, Oui. Bruno Retailleau, mais est-ce que vous pouvez continuer à peser tout seul? Édouard Philippe appelle à la construction d'une nouvelle majorité. Est-ce que vous avez les moyens de refuser sa main tendue? Le problème, Édouard Philippe, très précisément, a dit « Moi, je veux construire un bloc central. D'abord, moi, je refuse le tripartisme. C'est le poison pour la Ve République. Je n'entrerai pas dans une logique de tripartisme. » Mais est-ce que là, on Donc n'y ça est veut pas de dire facto? refus d'une coalition avec le camp présidentiel. Comme dans d'autres pays en Europe, pour un clivage droite-gauche, qui est beaucoup plus net et qui donne le fait majoritaire à la Ve République. Est-ce qu'il ne faut pas reconstruire une droite avec Édouard Philippe? Non, mais ce n'est pas la droite qui veut reconstruire. C'est ce que je lui reproche. J'espère qu'il m'écoutera ce matin. Il dit de la gauche mitterrandienne à la droite conservatrice. Mais c'est le en même temps, ça. Ça, c'est non. Ça ne produit rien. Parce que vous avez une gauche mitterrandienne aujourd'hui, hollandaise, si j'ose dire, qui s'est alliée avec l'extrême gauche et qui était contaminée par cet accord, par LFI et par les idées extrêmement toxiques d'LFI. Et vous voyez bien que, par ailleurs, au-delà des convictions, quand vous assemblez des serviettes et des torchons, ça ne produit rien. Ça ne produit que l'impuissance, puisque vous avez une aile gauche, une aile droite, et il va falloir trouver, là encore une fois, un équilibre subtil où on ne peut rien faire. Or, la France, aujourd'hui, a besoin de réformes, de vraies réformes, des réformes radicales. Et ça, vous voyez, ce grand bloc de la gauche à la droite, ça ne marche pas. Donc, est-ce que vous dites oui pour une coalition, mais sans la gauche, entre vous et Édouard Philippe? Si, la question risque de se poser. Moi, je dis aux électeurs de droite que c'est nous qui portons les vraies idées de droite, aujourd'hui, sur l'économie et sur le régalien. Et je leur dis, ne séparez pas l'économie du régalien. Parce que, aujourd'hui, s'il n'y a pas de réforme de l'État vorace, l'État obèse, a totalement mangé l'État régalien. Tant que Mme Le Pen, qui veut faire plus de dépenses, elle ne pourra pas redresser la sécurité et l'État régalien si elle ne fait pas cet effort-là. C'est nous qui représentons. Il faut envoyer le maximum de députés parce qu'on sera un bouclier contre les folies de l'extrême gauche ou les impérities, l'à peu près, l'approximation du Rassemblement national. Ça me fait penser à une expression qu'a portée Emmanuel Macron, qui a évoqué le risque de guerre civile en cas de majorité absolue pour le Rassemblement national ou le nouveau Front populaire. Est-ce que vous souscrivez à cette déclaration? Non, personne ne peut y souscrire. Non, personne. Là, il perd son sang-froid, franchement. Il perd son sang-froid. Vous ne pouvez pas faire une dissolution, c'est-à-dire redonner la parole au peuple en disant qu'il faut que le peuple vote d'une certaine façon. Déjà, les conditions, quand on est gaulliste comme moi, les conditions de cette dissolution. Une dissolution, je vous rappelle, c'est fait pour sortir d'une crise. C'est pas fait pour que le pays entre dans une nouvelle crise. Donc il y a une conception. Il va se passer le 8 juillet pour vous? C'est le risque, en tout cas. Mais c'est le risque, s'il n'y a pas du tout de majorité, c'est un risque même d'une crise de régime. Ce qui serait grave. La France n'a vraiment pas besoin de cela. Il peut tenir. Hein. Marine Le Pen a des doutes. Elle dit qu'il ne pourra pas tenir plus d'un an, Emmanuel Macron, dans ces conditions. Écoutez, je n'entre pas. Il y a des institutions. Moi, je suis respectueux des institutions. Il y a deux hypothèses. Une hypothèse où il y a une majorité absolue. Il y a une cohabitation. On sait à peu près comment ça peut fonctionner, même si ce serait, je pense, une cohabitation de combat, vraisemblablement. Et puis, il y a une autre hypothèse où, alors, c'est une majorité introuvable, un gouvernement introuvable. Et là, c'est le grand saut dans l'inconnu, au moment où la France est très fragilisée, où la note financière de la France a été dégradée, où on voit bien, il y a un an, c'était le début des émeutes. Pensiez-vous d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ait tiré les leçons, les conséquences de ces émeutes? C'est incroyable, rien. Vraiment, franchement, le régalien, c'est l'angle mort du macronisme. Un mot sur la majorité sénatoriale, puisque vous êtes allié aux centristes, dont le président Hervé Marseille fait campagne aux côtés de Gabriel Attal. Il a fait aux européennes, il fait aux législatives. Est-ce que la majorité peut tenir dans ces conditions? Alors, il y a une majorité, et je pense que nous tiendrons. Nous avons déjà tenu par le passé avec des réformes qui étaient pas toujours très populaires et qui étaient très fortes. Et on était capable, ici au Sénat, de voter de vraies réformes radicales, comme je disais. Deux exemples très différents. La réforme des retraites, c'est nous qui l'avons portée. Elle a été conçue d'ailleurs ici, au Sénat, vous le savez. Et la réforme sur l'immigration, où franchement, nos amis centristes nous ont accompagnés. C'est un texte qu'on a écrit ensemble, avec des mesures très très fermes, qui n'étaient pas centristes. Il y avait des désaccords. Ben oui, non, mais le texte, on a voté, vous vous rendez compte qu'on a voté ici pratiquement aux 2/3, le texte immigration, à une très forte majorité. Donc moi je pense que, bien sûr, la majorité, j'en ai aucun doute, la majorité tiendra. Je fais confiance aussi à Hervé Marseille, qui est le président de l'Union centriste, et elle tiendra parce que, dans cette période d'instabilité,
le Sénat va rendre un immense service aux Français, nous serons un pôle protecteur. Nous incarnerons un pôle de stabilité. Et je crois que chaque sénateur de droite et du centre aura cette conscience, assez grave d'ailleurs, de jouer un rôle, pas pour son groupe politique parlementaire, mais pour le pays tout entier, pour les Français. Un dernier mot, Bruno Retailleau, puisque vous estimez qu'Éric Ciotti ne peut plus être président des Républicains, est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de l'être, vous ? Ah non, oh, pitié. Alors donc là, on est parti du premier tour. Julien Écuyer m'a posé la question des consignes pour le deuxième tour. Là, c'est concret. Et là, C'est-à-dire, vous cherchez à l'exclure. Tour. Mais non, vous cherchez à exclure Éric Ciotti de la présidence des Républicains. Vous avez été candidat la dernière fois. Est-ce que vous avez envie de l'être à nouveau ? C'est pas une question d'envie, parce que vous savez, il y a un énorme travail à faire. En tout cas, moi, je participerai au relèvement de ma famille politique. Il y a 4 ans, j'ai écrit un livre. Il avait un titre prémonitoire, Refondation. Fondation, ouais. Le diagnostic que j'avais posé à l'époque, je n'en retire pas une ligne, pas un mot. Il faut tout refaire, y compris sur le logiciel. Certes, il faudra une incarnation, bien sûr, pour la présidentielle, mais il faut d'abord des idées qu'on proposera aux Français, le travail qui paie grâce à l'effort, l'école qui transmet un héritage, le régalien, quand il y a des fautes, quand il y a des violences, c'est la sanction, c'est la prison, Merci. Et il y a une identité commune, redonner aux Français le goût de la France. Merci. C'est ça la droite en France aujourd'hui et demain. Merci Bruno Retailleau. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de La Voix du Nord, Julien ? Oui, pourquoi les femmes votent moins, en effet, quelques explications. Elles se sont un peu exclues de cette campagne qui est phagocytée par d'autres thèmes. Et c'est-à-dire dans La Voix du Nord. Merci Julien. On continue à parler de ces législatives tout de suite dans le club.